Vous souvenez-vous quand la Russie pensait être une superpuissance? Grande armée, grande économie, grand discours. Elle intimidait ses voisins, vendait du gaz à l'Europe comme un trafiquant de drogue, et agissait comme si elle dirigeait le monde. Puis Poutine a envahi l'Ukraine. Maintenant, la Russie est écrasée sur tous les fronts. L'armée est en ruine, l'économie s'effondre, et Poutine est passé de l'homme fort à un vieil homme désespéré, suppliant la Corée du Nord de lui fournir des armes. C'est le pire moment pour être la Russie, jamais. Et le meilleur, c'est que ça ne fait qu'empirer. Alors, décomposons comment la Russie est passée d'un dur à cuire mondial à une totale honte, et au mieux commencer que son armée, car c'est là que l'effondrement frappe le plus fort. La Russie subit de lourdes pertes, en personnel et en matériel depuis le tout début de l'invasion. C'est une vieille nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que novembre 2024 a largement dépassé même les attentes les plus pessimistes. En seulement 30 jours, la Russie a subi près de 46 000 pertes. C'est plus que 3 divisions entières de fusiliers motorisés effacés du champ de bataille. Le carnage a atteint son apogée avec un nouveau record dévastateur. 2030 soldats perdus en une seule journée. Un jalon horrifiant qui souligne à quel point la situation est devenue désastreuse. La perte totale de personnel? Un chiffre stupéfiant de 758 730 depuis le début de l'invasion, un nombre qui augmente quotidiennement. Et ce ne sont pas seulement des corps qui s'accumulent. En novembre, les forces ukrainiennes ont également anéanti 307 chars, 899 véhicules blindés et 884 pièces d'artillerie. C'est plus de 3 milliards de matériel disparu en un seul mois. Pour une armée autrefois considérée comme la deuxième après les États-Unis, cette échelle de destruction est plus qu'un revers. C'est un effondrement total et les choses ne feront qu'empirer. Pourquoi ? L'Ukraine a maintenant la capacité de frapper des cibles militaires en profondeur en Russie. Pendant plus de 2 ans, Kiev a été contraint par les États-Unis, des politiques limitant l'usage de la majorité de son armement avancé en Ukraine. Mais le 17 novembre a changé la donne. L'ex-président Joe Biden a autorisé l'utilisation des missiles ATACMS à longue portée fournis par les États-Unis pour cibler les actifs militaires russes, y compris les troupes, les dépôts et les centres logistiques, non seulement dans les territoires occupés de l'Ukraine, mais aussi en Russie. Et l'Ukraine n'a pas seulement été laissée avec les missiles américains, d'une portée de 190 miles. Le Royaume-Uni et la France ont également rejoint la mêlée, permettant à l'Ukraine de cibler le sol russe avec les missiles Storm Shadow et Scalp, qui ont une portée de 155 miles. Ces autorisations sont un véritable bouleversement. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a toujours été catégorique. Pour l'Ukraine, la seule chance de vaincre la Russie est de mener le combat au-delà de ses frontières. Mette Frederiksen, première ministre danoise, a exprimé le même avis, déclarant que l'Ukraine ne peut gagner avec un bras dans le dos. L'Ukraine, les mains libres, s'assure que chaque coup porte. La Russie est désormais exposée à la guerre qu'elle a elle-même déclenchée. Il n'est plus possible de cacher la vérité à ses citoyens. Les frappes de missiles à longue portée lancées par l'Ukraine sur le territoire russe ont déjà causé des dégâts catastrophiques, ciblant des actifs militaires cruciaux qui soutiennent les opérations de la Russie en Ukraine et au-delà. Ces attaques n'ont pas seulement détruit des infrastructures clés, mais ont également infligé de lourdes pertes en personnel et en ressources à la Russie, rendant de plus en plus difficile pour Moscou de maintenir son élan militaire. Une frappe significative a eu lieu dans la région de Bryansk, où l'Ukraine a utilisé pour la première fois des missiles ATACMS, fournis par les États-Unis. Ces missiles ont visé un dépôt d'armes près de Karachay, à environ 62 miles de la frontière ukrainienne, déclenchant 12 explosions secondaires. La frappe a grandement endommagé les réserves de munitions russes, essentielles à ses opérations actuelles. En plus de viser l'armement, l'Ukraine a également ciblé les réserves de gaz russes et l'infrastructure énergétique, cruciale pour la stabilité militaire et économique du pays. En ciblant ces actifs critiques, l'Ukraine perturbe la capacité de la Russie à approvisionner ses forces, affaiblissant ainsi ses chaînes logistiques. Toutefois, la destruction a touché plus que l'infrastructure. Les frappes ukrainiennes ont éliminé de nombreuses troupes stationnées en Russie, dont des soldats russes et nord-coréens. Une attaque ciblée sur un centre de commandement russe dans la région de Koursk aurait tué au moins 18 soldats russes et blessé 33 autres, y compris des officiers de haut rang des districts militaires du sud et de l'est. Parmi les morts figurait le lieutenant-général Valery Solochak, une figure clé des campagnes militaires russes, dont la perte présumée est un coup dur pour la direction de la Russie. Un colonel général nord-coréen aurait également été blessé, avec 500 soldats supplémentaires tués. Avec ces attaques, l'Ukraine a rendu une chose abondamment claire. Personne n'est en sécurité en Russie. Personne et nulle part.
La mort présumée des soldats nord-coréens aura probablement un impact important sur l'alliance déjà fragile entre la Russie et la Corée du Nord. Incroyable mais vrai. Le président Vladimir Poutine, autrefois si fier, qui rêvait d'un monde où sa Russie résistait à l'Occident, se retrouve désormais à s'accrocher désespérément au soutien d'un État paria. La Corée du Nord, avec son régime brutal et son isolement international, est un allié inattendu sur l'échiquier géopolitique mondial. Cependant, pour gagner en Ukraine, Poutine s'est tourné vers Kim Jong-un, un point bas pour la diplomatie russe. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas un partenariat basé sur la prospérité mutuelle ou des idéaux mondiaux communs, c'est une alliance née de la pure nécessité. La Russie, en quête désespérée d'approvisionnement militaire pour poursuivre sa guerre, est devenue l'un des pays les plus sanctionnés et économiquement affaiblis au monde. La Corée du Nord cherche à renforcer sa position mondiale, non seulement en fournissant des armes et des munitions, mais aussi en consolidant ses liens avec la Russie, une puissance nucléaire. Pour saisir l'étendue de cette relation problématique, il faut examiner ce que la Corée du Nord offre en retour. Malgré sa réputation pour le développement de missiles nucléaires, le pays est une puissance militaire en termes de chiffres bruts. Avec une armée de 1 300 000 de personnel actif, l'implication de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine n'allait jamais être seulement symbolique. Le rapport de octobre 2024, suggérant que la Corée du Nord avait envoyé des troupes en Russie, n'était donc pas trop surprenant. Selon diverses sources, au moins 10 000 soldats nord-coréens ont parcouru des milliers de kilomètres depuis l'extrême est de la Russie jusqu'à la région de Koursk, où ils sont censés fournir un soutien au combat crucial. Ces forces anchekrobites ont été déployées principalement pour renforcer la main-d'œuvre affaiblie de l'armée russe, le pays ne pouvant pas se permettre une autre mobilisation massive. En réalité, les troupes nord-coréennes n'ont apporté que des nombres avec elles. Il manque d'expérience de combat réelle, de formation et d'équipement pour faire une réelle différence. Leur déploiement en Russie montre à quel point la puissante Russie d'autrefois est tombée. Toutefois, contrairement aux troupes nord-coréennes envoyées en Russie pour mourir, les armes nord-coréennes ont un autre destin. Les exportations d'armes du pays sont devenues d'ordre vital pour la Russie, dont les stocks ont été presque épuisés par la guerre. Des rapports des services de renseignement sud-coréens suggèrent que le voisin du nord du pays a livré plus de 13 000 conteneurs d'expédition remplis de munitions, de tirs d'artillerie, de roquettes anti-chars et de missiles balistiques à courte portée KN-23 à la Russie depuis août 2023. La Corée du Nord a envoyé des techniciens en Russie pour évaluer les performances des missiles et améliorer leur efficacité contre les défenses aériennes occidentales, exploitant son expertise en technologie de missiles. L'aide nord-coréenne a certainement contribué à maintenir la machine de guerre russe en marche, l'industrie de la défense russe étant incapable de suivre le rythme des pertes. Et souvenez-vous, nous parlons du complexe militaro-industriel qui était maintenant le seul moteur de l'économie russe. En 2025, la Russie prévoit de consacrer près de 40% de son budget fédéral total à la défense. La survie économique de la Russie dépend maintenant fortement de son armée. Bien que la production militaro-industrielle puisse donner une image de force, la réalité est bien plus sombre. L'économie russe est toujours en fort déclin, et la forte dépendance aux dépenses de défense n'est qu'une solution de fortune. En 2024, la Russie a connu une inflation de 10% et des taux d'intérêt de 21% dans une tentative infructueuse de stabiliser l'économie. La hausse des taux d'intérêt a dévasté les entreprises et pourtant les citoyens russes. Les entreprises croulent sous la dette et la consommation des ménages diminue. Les économies en espèces des Russes ordinaires ont chuté à un niveau record de 15,9 trillions de roubles, soit 150 et 1,5 milliards, beaucoup trouvant désormais plus difficile de joindre les deux bouts. Le coût des biens de consommation courante augmente fortement, avec des produits de base comme les pommes de terre qui connaissent des hausses de prix significatives. Le coût du beurre à lui seul a augmenté de presque 30%. La valeur du rouble a également chuté de plus de 25% par rapport au dollar depuis l'été 2024, le taux de change se situant maintenant autour de 100 roubles par dollar. Cette forte dépréciation va intensifier les défis économiques du pays, car les importations deviennent prohibitivement chères et l'inflation s'emballe. De plus, le gouvernement russe a épuisé ses fonds nationaux, autrefois soutenus par les exportations d'énergie. Les sanctions, notamment américaines, ont paralysé le secteur financier. Le dernier tour de sanctions a visé des institutions clés comme la banque Gazprom, qui gère les paiements énergétiques critiques, créant une pénurie massive de devises étrangères. La banque centrale russe a arrêté l'achat de devises étrangères sur le marché intérieur pour limiter les dégâts, mais le rouble est resté instable. Alors que le produit intérieur brut de la Russie était censé avoir augmenté de 3,9% à la fin de 2024, les prévisions pour 2025 sont beaucoup plus pessimistes. L'économie russe devrait ralentir considérablement, avec une croissance du produit intérieur brut prévue pour tomber à 1,9%. Les experts prédisent qu'une reprise économique en Russie est peu probable sans un changement de priorité.
L'inflation pourrait chuter à 6,4% en 2025, mais les dégâts sur l'économie, surtout dans le secteur privé, seront probablement durables. La dépendance excessive de la Russie envers les dépenses militaires et l'intensification des sanctions continueront à drainer ses ressources. Les ambitions militaires du Kremlin sont clairement en contradiction avec la survie économique du pays, et sans changement drastique, l'économie russe continuera à s'effondrer sous la pression. La crise économique a créé des dissensions parmi les élites russes, notamment entre les industriels et la banque centrale, alors que les tensions s'intensifient. Alors que la Russie fait face à la stagnation et à l'inflation, le mécontentement à l'égard des politiques économiques grandit. La décision de la Banque centrale de relever considérablement les 21% a été vivement critiquée, notamment par les chefs d'entreprise. Les industriels affirment que ces taux élevés freinent la croissance, rendant difficile pour les entreprises d'obtenir des prêts ou d'être payées par leurs clients. Certains rapports montrent que près de la moitié des entreprises russes ont du mal à accéder aux prêts, aggravant leurs problèmes économiques. Les critiques de Poutine, même de ses proches alliés, ont été vives et publiques, exprimant leurs inquiétudes. Le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a pris la mesure rare de blâmer la Banque centrale pour la baisse des investissements, tandis que les économistes liés au gouvernement ont averti que le pays est au bord de la stagflation. Ajoutant à la tension, des associations d'affaires comme l'Union russe des industriels et des entrepreneurs ont appelé la Banque centrale à aligner ses politiques sur les priorités économiques du gouvernement, un mouvement qui remet en question son autonomie de longue date. Ce désaccord reflète une frustration profonde parmi l'élite russe. Alors que le Kremlin continue de prioriser les dépenses militaires, de nombreux acteurs du secteur des affaires s'interrogent sur la pérennité d'une telle stratégie, dans un contexte de ralentissement économique et de sanctions renforcées. Avec les priorités militaires, qui grignotent les ressources et exacerbent les tensions internes, l'élite économique devient agitée, signalant que même ceux au sommet sont conscients du caractère insoutenable de la voie actuelle de la Russie. Le mécontentement en Russie dépasse l'élite, et est de plus en plus évident parmi les citoyens ordinaires également. Bien que la dissidence publique soit fortement réprimée, il y a des signes clairs de mécontentement à travers le pays, en particulier alors que l'emprise du gouvernement sur le pouvoir se resserre. 50. Organisation des Nations Unies signale une détérioration de la situation des droits de l'homme, le gouvernement russe promulguant des lois de censure de guerre strictes. Ces lois ont entraîné des poursuites contre ceux qui s'expriment contre la guerre en Ukraine. Malgré la répression, des signes montrent que certains citoyens continuent de résister, au péril de leur vie. Les manifestations publiques alors sont réprimées, et ceux qui critiquent attaquer le régime subissent de lourdes sanctions, dont la confiscation de biens et la prison. Pourtant, des groupes comme les poètes, artistes et communautés marginalisées défient le statu quo par des actes de défi subtils. Au moins 1372 défenseurs des droits de l'homme, journalistes et critiques anti-guerre ont été détenus, soumis à de longues peines de prison et souvent torturés. La répression de la liberté d'expression et la violence croissante de l'État contre les manifestants pacifiques ont cultivé un climat de peur. La situation souligne une lutte sociétale plus large. Malgré l'image de force que le gouvernement de Poutine projette à l'international, de nombreux citoyens russes semblent en désaccord avec les priorités du régime, notamment concernant la guerre en Ukraine et ses répercussions économiques. Alors que la Russie s'effondre de l'intérieur, l'Europe est plus unie que jamais, et elle peut en remercier la Russie. L'Europe a été historiquement divisée, comme lors de la crise de la dette de 2012, la crise des réfugiés de 2015 et la pandémie de coronavirus disease 2019. Ces événements ont mis en évidence des fractures géographiques et politiques profondes, avec une montée de l'euroscepticisme, notamment en Pologne, en Hongrie et en Italie. Les forces politiques au Parlement européen se sont souvent affrontées, entravant l'action décisive et fragmentant l'identité européenne. La Russie a alors décidé d'envahir l'Ukraine, son voisin bien plus petit et moins puissant. Cette invasion non provoquée en février 2022 a servi de catalyseur pour l'unité à travers l'Europe, inversant pratiquement toutes les tendances historiques. L'ampleur de l'invasion a mené à une coopération militaire et économique inédite entre les pays européens. Même les divisions européennes historiques, comme la dépendance allemande au gaz russe ou les liens économiques italiens avec la Russie, ont disparu face à un ennemi commun. L'UE, auparavant divisée sur plusieurs questions, s'est rapidement unie pour sanctionner massivement la Russie et soutenir considérablement la défense de l'Ukraine. À quel point substantiel ? Selon l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, un groupe de réflexion allemand, l'UE est le deuxième plus grand donateur d'aide à l'Ukraine, après les États-Unis. De février 2022 à octobre 2024, la Commission et le Conseil de l'UE ont fait don de 44 milliards 400 millions de dollars d'aide financière et de 2 milliards 600 millions de dollars d'aide humanitaire à l'Ukraine.
Cette nouvelle unité s'est également manifestée par une augmentation des investissements dans une défense européenne collective, et cette résurgence des dépenses militaires en Europe a été tout simplement monumentale. Après l'invasion de l'Ukraine, les membres de l'OTAN ont augmenté leur budget de défense de près de 50%, comparé à 2014 quand la Russie a annexé la Crimée. L'invasion massive de l'Ukraine semble avoir été le signal d'alarme tant espéré par ces pays. Depuis 2014, les dépenses de défense en Europe ont augmenté en moyenne de 3,9% par an, reflétant un besoin urgent de moderniser et de renforcer les forces. Le message est clair. L'environnement de sécurité a changé, et les pays qui y vivent doivent également changer. L'Europe a également déplacé son focus de la simple maintenance des forces à leur modernisation, avec 32% des budgets de défense désormais consacrés à l'acquisition et à la R&D, contre 15% il y a une décennie. Il s'agit de garantir que l'Europe peut se défendre, sans dépendre des États-Unis pour obtenir de l'aide à chaque fois, et pas seulement de chiffres. Même les pays autrefois réticents à augmenter les dépenses militaires, comme l'Allemagne, se sont engagés à accroître leur budget de défense. Et c'est un engagement qui fait trembler les fantômes du passé, car l'Allemagne atteint enfin l'objectif de l'OTAN de consacrer 2% du produit intérieur brut à la défense. D'autres pays comme la Suède et la Finlande ont emboîté le pas, gonflant leur budget militaire et adhérant à l'OTAN. L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN constitue l'un des plus grands bouleversements sécuritaires en Europe ces derniers temps. Ces deux pays, historiquement neutres, ont passé des décennies à équilibrer leurs liens avec la Russie et l'Occident. Toutefois, les actions agressives de la Russie les ont poussés à revoir leur position et à demander l'adhésion à l'OTAN en mai 2022. Le 4 avril 2023, la Finlande est devenue membre de l'OTAN. La Suède l'a rejointe le 7 mars 2024 après avoir surmonté les retards liés aux préoccupations de sécurité de la Turquie et de la Hongrie. La Finlande et la Suède renforcent considérablement l'OTAN, surtout dans la mer Baltique. La frontière finlandaise de 830 miles avec la Russie double celle de l'OTAN avec ce pays à l'est. L'importance stratégique de ces adhésions est également cruciale. La Finlande, qui dépense déjà 2,5% de son produit intérieur brut en défense, et la Suède, qui dépense 2,2% en 2024, apportent des capacités militaires redoutables à l'Alliance. Les armées des deux pays sont très interopérables avec les forces de l'OTAN, ayant participé à ces opérations pendant des années. Leur adhésion renforce la défense de l'OTAN dans la région, garantissant une dissuasion plus robuste contre une nouvelle agression russe. Néanmoins, la vraie valeur de ces additions à l'OTAN est symbolique. L'engagement collectif de l'Europe en matière de défense est ferme et inaltérable face à la Russie. De plus, l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN a sérieusement compromis la position stratégique russe en Europe. La région de la mer Baltique, anciennement sous influence russe, appartient désormais à la structure de défense de l'OTAN, isolant davantage Moscou. Actuellement, un retour en arrière est impossible. La Russie ne retrouvera plus jamais son influence d'antan sur la région baltique. On peut en dire autant pour l'ensemble de l'Europe et du monde. Cette position affaiblie sur la scène mondiale suggère que l'avenir de la Russie pourrait être marqué par un retrait de ses ambitions impériales ou une transformation interne drastique. Dans tous les cas, l'Occident doit rester vigilant et prêt à faire face à ces potentielles situations. La Russie est à présent l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Elle est presque seule au monde, avec ses quelques alliés soit contraints de la suivre, soit désespérés de trouver eux-mêmes des alliés. Sa puissance militaire, sa stabilité économique et son influence mondiale sont anéanties. Les ex-pays dépendants de la Russie se tournent vers l'ouest, laissant à Moscou peu d'influence. Alors que la guerre en Ukraine continue d'épuiser les ressources de la Russie et que les sanctions s'intensifient, sa capacité de rétablissement semble s'éloigner de jour en jour. Vous connaissez le dicton. Quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Permettez-nous de vous demander, pensez-vous que la Russie trouvera un moyen de se relever suite aux atrocités commises en Ukraine ? Ou trouvera-t-elle plutôt un moyen de s'enfoncer encore plus dans la voie de l'isolement et de la ruine ? Partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Découvrez maintenant comment l'Ukraine a anéanti l'avenir de la Russie. Ou cliquez sur cette autre vidéo.